Bruno Gollnisch, bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui au Parlement européen et malgré les rumeurs qui ont circulé. Et de quelles rumeurs parlez-vous? Eh bien écoutez, des rumeurs comme quoi vous arrêtiez la vie politique, vous vous retiriez, c'était Non, fini. j'ai dit à un journaliste que après ce mandat, je pensais continuer la vie politique, mon activité politique, mais en dehors de cette institution que j'ai déjà beaucoup explorée, il faut le dire, au cours des décennies passées. Et je pense qu'il y a autre chose à faire dans le champ politique et par conséquent, j'ai bien l'intention de continuer à exercer mon mandat jusqu'au terme de celui-ci et de continuer le combat ensuite. On n'a pas tout à fait fini d'en entendre parler, je l'espère. La recherche, l'enseignement, la formation? Beaucoup d'autres choses en perspective. Très bien, Bruno Gollnisch. Par conséquent, vous continuez à vous exprimer sur la politique de votre pays et de l'Union européenne. Oui. Il a été annoncé que Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, avait pour projet de planifier la fin de l'exploitation des hydrocarbures en France. Quelle est votre opinion? Oui, les hydrocarbures en France jusqu'à présent, ça représente, je crois, un pourcentage infime, quelque chose comme 1% de notre consommation. Quand j'étais très jeune, il y avait le gaz de lac, il y a quelques sites comme ça, Pêche-le-Monde. On a prospecté, on n'a pas trouvé le pétrole en mer d'Iroise, malgré les avions renifleurs de M. Giscard d'Estaing, qui sont un scandale et une escroquerie, comme on est capable d'en faire gober à de distingués énarques et polytechniciens. Je crois que M. Giscard d'Estaing était les deux à la fois. Alors bon, mais toujours est-il que non, ce qui est grave dans cette décision, c'est l'aspect idéologique. Je crois que ces écologistes sont des idéologues. Si on trouvait du pétrole en France, pour le moment, ce serait une bonne chose. Je crois qu'il est dangereux de n'avoir recours qu'à une seule source d'énergie, d'autant plus que l'électricité dont on nous rebat les oreilles, et je le redis encore une fois, n'est pas une source d'énergie, à part la foudre, qu'on n'arrive pas à capter, hein, qui de temps en temps blesse, brûle ou tue de malheureux passants qui s'abritent sous un arbre. Voilà, il vaut mieux rester dans sa voiture, incidemment, c'est l'expérience de la cage de Faraday, quand le tonnerre tombe, mais l'électricité n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur, donc il faut bien la produire. Alors on la produit aujourd'hui, soit avec des centrales thermiques, soit avec des centrales nucléaires. Les éoliennes et le solaire sont très en retard et ne sont pas du tout aujourd'hui en mesure de satisfaire nos besoins. Donc c'est une décision idéologique comme les écologistes en sont capables. D'autant plus dommage qu'il y a sans doute des champs de pétrole, c'est pas sans doute, il y en a, c'est avéré, de qualité et en quantité, mais en mer profonde, et dans les territoires d'outre-mer, en Guyane notamment, pas loin des Guyanes. Donc, oui, absolument. Très dommage si cela se fait. Alors, tout ça, c'est pas très européen, Monsieur Gollnisch. Revenons un peu. Quand même, c'est un problème européen. Nos sources d'énergie. Par exemple, l'Allemagne a renoncé au nucléaire, mais elle est très contente d'acheter de l'électricité française d'origine nucléaire. C'est vrai. Mais enfin, revenons à Bruxelles, si vous voulez, Bruno Gollnisch. Et Bruxelles qui applaudit à la réforme du marché du travail qui est réalisée par le gouvernement français. Oui, mais ce n'est pas étonnant du tout. Il y a des déclarations, effectivement, de la Commission européenne. Il y a des déclarations de M. Juncker, qui en est le président, et d'autres membres, d'autres porte-paroles de cette commission. On trouve cela sur le site Euractiv, etc. C'est pas étonnant parce que, comme l'a dit d'ailleurs Florian Philippot, il n'est pas le seul, M. Macron, il applique la feuille de route fixée par l'Union européenne. On croit que tout ça naît d'une volonté personnelle de réformer, etc. Pas du tout, pas du tout. Ce sont des recommandations qui prennent en réalité l'aspect plutôt d'injonction, d'ordre donné par l'Union européenne à la France et que celle-ci exécute docilement. Et donc il n'est pas étonnant que le concert de louanges dont vous parlez émane de la Commission européenne, dont d'ailleurs, a priori, ça ne devrait pas être le rôle. Le rôle des organes européens n'est pas de se préoccuper de l'état du droit social en France, que je sache.
Mais Bruno Gollnisch, vous ne pouvez pas toujours dire du mal de la Commission européenne. Par exemple, on apprend que Bruxelles veut limiter les investissements étrangers, notamment chinois, en Europe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une preuve de la lepénisation des esprits. C'est-à-dire que tout ça est extraordinaire parce que ça veut dire qu'ils découvrent des réalités que nous avons énoncées depuis des années, si ce n'est depuis des décennies, et notamment le fait que un certain nombre de nos entreprises sont ruinées par une concurrence déloyale et que ce qui nous reste d'appareils productifs fait l'objet de raids, notamment de fonds souverains d'origine étrangère ou de fonds de pension américains, et que c'est très dommageable pour notre indépendance. Donc bravo, en effet, bravo, très bien, mais enfin c'est un peu tard. Alors, Monsieur Macron veut obtenir une révision de la directive sur les travailleurs détachés. Ça aussi, c'est une lepénisation des esprits. Oui, ça procède exactement du même état d'esprit, parce que cette directive travailleurs détachés, qu'on appelait la directive Bolkestein, du nom de son initiateur, c'est le Front National, les députés du Front National, et eux seuls, et notamment mon ami Karl Lang, quand il siégeait parmi nous, qui ont eu l'initiative de la dénoncer. Et on s'aperçoit que des gens très intelligents qui nous gouvernent, encore une fois sortis des meilleures écoles, comme notamment M. Macron, qui a quand même été ministre de l'économie et des finances, etc., découvrent aujourd'hui que cette directive qui permet à des travailleurs venant notamment de pays de l'Est de venir travailler dans nos pays en emportant avec eux leur régime social beaucoup moins coûteux que le nôtre, cela provoque une concurrence déloyale au détriment, par exemple, de nos producteurs, de nos artisans, etc. Alors on dit, ah oui, il faut la réviser parce que ça alimente le populisme. Mais c'est l'hommage que le vice rend à la vertu, ce qui est la définition de l'hypocrisie. Parce que le populisme a eu l'immense mérite de dire vrai, de faire les bonnes analyses. Et implicitement, tous ces gens-là lui rendent hommage aujourd'hui. Ils agissent très bien, c'est tard, c'est très tard. Je ne crois pas d'ailleurs que ce que propose M. Macron ira très loin. Il en a déjà pas mal rabattu dans sa tentative d'essayer de gagner à sa cause le gouvernement tchèque, le gouvernement slovaque, etc. Les Polonais, quant à eux, restant pour le moment inflexibles. Je crois qu'il fera beaucoup de concessions. Enfin, c'est bien qu'il essaye. C'est bien qu'il essaye. Je ne suis pas systématiquement négatif. Je dis seulement, avec un peu de regret, que nous avons eu raison trop tôt. Et si nous avions tenu le manche à l'époque, eh bien, nous aurions réagi beaucoup plus tôt. Bruno Gollnisch, en parlant de choses qui se font trop tôt ou trop tard, une analyse a été publiée selon laquelle le gouvernement des États-Unis d'Amérique serait en train de prendre un risque inutile et dangereux relativement au relèvement annuel pratiquement de ses plafonds de dette. Qu'en pensez-vous? C'est pas étonnant. Les États-Unis creusent leur déficit en émettant du dollar qui trouve preneur un peu partout dans le monde, et ils fonctionnent comme ça, en exportant en quelque sorte leur inflation et leur déficit. Moi, j'étais, je dois dire, de nous tous, l'un des moins hostiles à l'euro, parce que je pensais que avec l'euro, on allait pouvoir faire la même chose. Et je rappelle quand même que la deuxième guerre d'Irak est déclenchée à partir du moment où les Irakiens, comme les Iraniens d'ailleurs, demandent que leur pétrole leur soit payé en euros. Et malheureusement, la politique de M. Trichet, dite politique de l'euro fort, n'a pas joué cette carte-là. Les États-Unis, eux, le font conformément à leurs intérêts. Ce que je regrette, c'est la passivité de leurs partenaires dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Au niveau de la sécurité, revenons en France, il y a une volonté de M. Collomb, ministre de l'Intérieur, de lutter contre le terrorisme
Ça y est, on prend la mesure du terrorisme, on s'occupe de la sécurité des Français. Vous êtes satisfait? Ça y est, les Non, Français c'est sont pas- protégés? Je crois que malheureusement le problème du terrorisme n'est pas résolu du jour au lendemain. J'attends de voir. M. Collomb faisait partie de ces socialistes qui hurlaient au loup quand le Front National disait qu'il y avait un problème de sécurité dans le pays, et puis qui a garni la ville de Lyon de ses caméras de surveillance dont ses amis disaient au départ que c'était attentatoire au respect de la vie privée, etc. Rien de tout ça n'a véritablement résolu, au fond, le problème de la sécurité. Je crois que le problème de la sécurité, ça a résolu en partie, il ne sera jamais complètement résolu. Le jour où on expulsera les délinquants étrangers, le jour où on fera de la place dans nos prisons et où les peines de prison sont réellement effectuées, le jour où l'on mènera jusqu'à leur terme un certain nombre d'enquêtes criminelles dont une émission récente nous a montré que malheureusement elles dormaient sans que, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, on ne s'efforce de retrouver les coupables, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à faire pour résoudre le problème de la sécurité, et surtout que l'on tarisse le terreau d'où vient la criminalité. Bien évidemment, ce terreau, on le sait, c'est celui de nos banlieues, c'est celui qui a alimenté le déracinement que provoque l'immigration massive et incontrôlée, et beaucoup d'autres choses encore. Alors, parmi les Républicains, quelle va être la personne la mieux placée à la tête de ce mouvement pour prendre cette question Un mouvement qui explose, hein, déjà, il faut dire, parce que moi, on me dit, mais il y a des problèmes au Front National. Je dis, ah bon, oui, pourquoi il y a des problèmes? Qu'est-ce qu'il y a comme problème au Front National? Ah ben, il y a une bisbille entre vos conseillers régionaux à Franche-Comté, c'est vrai. Et puis, M. Philippot n'est pas exactement sur la même ligne que vous relativement à tel ou tel problème. Je dis, mais enfin, écoutez, soyons un peu sérieux. Les Républicains ont perdu la moitié, les 2 tiers, je ne sais plus, de leurs députés. À la suite de ça, leur groupe parlementaire a explosé. Il s'est divisé entre un groupe qui veut d'ailleurs former un parti politique indépendant et qui soutient le gouvernement, un autre qui veut rester dans l'opposition. Tout ça est absolument résiduel et calamiteux. Alors je pense que M. Wauquiez, jeune loup, aujourd'hui président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, va s'emparer du Parti républicain. Il court après le Front National, dit-on, et c'est vrai que sur un certain nombre de thèmes, il fait preuve d'une certaine virilité apparente, mais ça c'est un film que nous avons déjà connu. J'ai suivi son discours, un discours dans lequel il y a quelques efforts, par exemple pour contrer le propos de M. Macron, selon lequel il n'y a pas de culture française. M. Macron avait ajouté « mais il y a des cultures françaises ». On peut discuter son opinion, bien sûr. Des cultures en France. Des cultures en France. Bon, c'est une opinion, à mon avis, tout à fait critiquable. J'ai vu que pour le contrer, M. Wauquiez avait trouvé qu'il y avait quand même une culture française, parce qu'il y avait un musicien français, Debussy, un littérateur, Marcel Proust, et puis je ne sais plus, un scientifique, je ne sais plus lequel. Bon, tout ça, c'est très bien, ça va dans le bon sens. Le problème, c'est que, d'abord, il se réfère aux grandes victoires apportées à la droite, dit-il. Aujourd'hui, ils osent se revendiquer de la droite. Ce n'était pas le cas autrefois. Ça, c'est grâce à nous, je pense. Mais il parle des grandes victoires qui ont été apportées et avec lesquelles il voudrait renouer par Chirac ou par Sarkozy. Mais précisément, c'est tout le problème. Qu'ont fait ces hommes-là de la victoire qui leur a été donnée par ce que j'appellerais le peuple de droite? Ils n'ont tenu pratiquement aucun de leurs engagements. Chirac a été le champion de l'immobilisme, et pas seulement de l'immobilisme, malheureusement. Sarkozy n'a fait l'ouverture qu'à gauche. Il avait promis de nettoyer les banlieues au Karcher, enfin, toutes sortes de rodomontades qui ne se sont jamais traduites dans les faits. Alors, si ce sont les inspirateurs de M. Wauquiez, il n'y a aucune raison pour que l'électorat du Front National, qui, c'est vrai, a été sans doute en 2007 en partie
siphonnée par Nicolas Sarkozy. Je crois que maintenant, les gens sont vaccinés. Et le critère de la sincérité, c'est justement l'attitude à l'égard du Front National. À partir du moment où ces gens-là, j'entendais encore M. Accoyer, il n'y a pas très longtemps, disant jamais, jamais la moindre alliance avec le Front National. Nous ne sommes plus demandeurs, je vous rassure, M. Accoyer. Mais à partir du moment où ces gens-là ont cette attitude à l'égard du Front National, c'est la preuve qu'ils ne sont pas sincères. Incidemment, pour M. Accoyer, répondant d'ailleurs aux objections du journaliste qui l'interrogeait, il a dit ah oui, mais qui lui parlait de Chirac, ah oui, mais Chirac faisait une politique radicale socialiste. Autrement dit, aujourd'hui, M. Accoyer répudie Chirac, dont il avait chanté les louanges pendant des années et sans que cela le gêne. Bien, je crois que malheureusement, tant qu'ils agiront de la sorte, on ne peut pas leur faire confiance. Voilà, j'espère que les Français s'en rendront compte. Il y a toujours une poignée, je pense, qui sera cocu et content de l'être et qui repartira dans ce processus dont il n'y a, à mon avis, rigoureusement rien à attendre. Restons dans les promesses. Au niveau de Mme Merkel en Allemagne, il y a un revirement concernant la position de l'Europe, enfin de l'Allemagne en tout cas, sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et là aussi, il y a un retour au réalisme. C'est purement électoral. Purement électoral, bien sûr. L'Allemagne a été un des promoteurs de l'adhésion de la Turquie, et maintenant avec M. Erdogan, etc. Et alors, curieusement, c'est l'ancien président socialiste Schulz qui vient titiller Mme Merkel, dont il est aujourd'hui le challenger sur ce terrain, en disant qu'il est contre maintenant l'adhésion de la Turquie pour ne pas être en reste. Mme Merkel dit qu'elle est contre aussi. Tout cela, encore une fois, ce n'est que poudre aux yeux. Alors, la situation au niveau international est très tendue en Corée du Nord. Vous êtes membre de la délégation pour les relations avec la Corée au Parlement européen. Qu'en pensez-vous? Cette bombe atomique... Je pense que c'est une affaire très grave. Je pense, je l'ai déjà dit, que cela pourrait conduire à une guerre nucléaire. Je pense que, conformément à ce que j'ai lu hier dans la presse, il est fort possible que M. Kim Jong-un ne soit pas aussi irrationnel qu'on veuille bien le dire. Je défends une opinion dont je me suis rendu compte hier qu'elle a été énoncée très récemment par le président russe Poutine et qui me paraît effectivement évidente. Poutine dit à juste titre que cette affaire de Corée, c'est une conséquence lointaine par la distance, mais directe de l'affaire irakienne. L'élimination de Saddam Hussein. La destruction de l'Irak, après qu'on les contraint à abandonner les armes de destruction massive ou dites telles, dont l'Irak était totalement dépourvu, quand l'Irak a été sûr qu'il ne restait plus rien de dangereux dans l'arsenal irakien, on a fait la guerre à l'Irak, on a conquis l'Irak, on a pendu Saddam Hussein. Donc, M. Kim Jong-un doit penser, à juste titre, hélas, que l'arme atomique, c'est son assurance-vie. Et c'est de ça dont il faut tenir compte. Et moi, je crois très dangereux de laisser entendre que l'on pourrait procéder contre lui à des frappes préventives, à une guerre préventive. Parce que l'idée de la guerre préventive, ça, alors l'autre partie veut prévenir la guerre préventive, et ainsi de suite. Et là, il suffit d'une étincelle pour que ça pète. Et comme l'avait dit Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, honni par la gauche parce qu'on disait que c'était un faucon, que c'était un va-t-en-guerre, mais Steve Bannon a dit des choses très justes. Il a dit notamment que l'option militaire était exclue dans le cas de la Corée du Nord parce que les résultats, ce seraient 10 millions de morts à Séoul. J'ajouterais peut-être, hélas, à Tokyo, à Osaka, à Yokohama, à Kyoto, à Kobe ou ailleurs. Et par conséquent, je crois que la situation est extrêmement périlleuse. Il faut se garder de toute déclaration imprudente et il faut tout faire par la négociation, par les pressions, évidemment, pour que le soufflet retombe. Bruno Gollnisch, merci. Je vous en prie. Merci. Au revoir.